Étienne Tshisekedi Wamulomba serait-il fier de l'actuelle gouvernance de l'UDPS? Est-ce que le père serait-il fier du fils? Nous tentons de répondre à cette question avec quelqu'un qui a eu à côtoyer pendant de très longues années le père, avant de travailler aussi pendant quelques mois, voire 1 ou 2 ans, avec Joseph Kabila. J'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, le docteur, professeur Tarcisse Loseki. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Ah ben oui, ça fait longtemps. Ça fait un bon bout de temps, oui. Qu'est-ce que vous êtes devenu? C'est quelqu'un du passé, allez, je vais dire un peu comme ça, que j'ai eu à présenter, mais vous êtes encore là, mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Mais je suis toujours Tarcisse Loseki Nambalemba, professeur d'université, médecin clinicien, peut-être la politique un peu enveilleuse, mais je suis dans la recherche et je vais publier quelques ouvrages scientifiques bientôt. Il faut dire que c'est l'un des premiers neurologues que nous avons eu dans ce pays, et c'est Le premier d'ailleurs. Le premier neurologue de ce pays. Est-ce que depuis, il y a eu des avancées dans ce sens-là? Non, on a formé beaucoup de neurologues. Ça, c'est clair. Et au début de ma carrière de professeur à l'UNIKIN, nous avons formé des très, très bons neurologues qui sont partis la plupart à l'étranger, qui font notre fierté et nous en sommes fiers, et nous aussi. Il faut dire que la relève, elle est bien là, mais la neurologie est une discipline très peu considérée, pratiquée, exercée ici en République démocratique du Congo aussi. C'est une erreur. C'est une erreur parce que quand vous allez dans les grands hôpitaux universitaires à travers le monde, la neurologie, le service de neurologie, le département de neurologie sont des structures pivots de chaque hôpital. Parce que vous savez, la neurologie, c'est le carrefour de toutes les disciplines médicales chez l'homme. Donc, on se retrouve en tout. Ça touche la tête, interne, la réflexion, le raisonnement, c'est ça? Bien sûr, tout vient de la tête. Quand vous me parlez, là, c'est la tête. Quand vous me regardez, c'est la tête. Quand vous attendez les bruits, c'est la tête. Donc, tout converge. Même notre cœur qui bat, c'est toujours le cœur. Pardon, c'est toujours le cerveau. Et même quand vous marchez. Donc, vous voyez que c'est une discipline qui est le carrefour de toutes les spécialités. C'est comme ça que un neurologue bien formé, par nous bien sûr, c'est quelqu'un qui ira très loin et qui va faire de bonnes choses dans sa carrière médicale. Quand je vous reçois, j'ai toujours l'habitude de rappeler ce que vous avez eu à faire aux côtés quand même d'Étienne Tshisekedi, parce que certains vous découvrent, ils savent pas que c'est vous qui avez affronté comme ça le maréchal Mobutu en refusant de vous plier à une injonction que vous avez donnée à l'encontre d'Étienne Tshisekedi. Et j'aime bien que vous puissiez toujours rappeler ce côté-là. Très brièvement. Vous savez que l'UDPS était créée en 1982 et tous les fondateurs ont souffert pendant un temps. Jusqu'au moment où, arrivé à 87, il y a eu l'accord de Badolite qui a fait que tous les membres fondateurs de l'UDPS, tous, sont partis et ont intégré le mouvement populaire de la Révolution, qui était le parti unique, le parti du maréchal Mobutu. Sauf Tshisekedi, qui était en marge et qui a préféré aller faire une tournée à l'étranger pendant que ses amis entraient au comité central, au gouvernement de Mobutu, tout ça. Et quand il est revenu, il a voulu déclarer haut et fort, que lui n'est pas avec Mobutu, et il a tenté d'organiser un meeting au pont Kasavubu à l'époque, pont Kabu, et c'est à ce moment-là qu'on a voulu en finir avec lui, non seulement à l'assommant d'un coup de marteau ou quoi, je sais pas, sur la tête, il n'en est pas mort, mais ça l'a beaucoup excité, de telle sorte que Mobutu et Singh à l'époque ont décidé carrément de le déclarer malade mental. C'est comme ça qu'on l'enverra au CNPP pour une expertise. Et malgré les pressions, tout ça, moi j'ai fait mon rapport le plus objectivement possible pour dire que Étienne Tshisekedi était sain de corps et d'esprit, en dehors d'une blessure qu'il avait sur la tête, mais
il était en très bonne santé. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu des ennuis à ce moment-là, pendant que Tshisekedi était à Makala en prison. J'ai fait le cachot souterrain du casier judiciaire que tout le monde connaît. Et j'ai subi des pressions, des tortures physiquement et moralement. Et Dieu merci, je m'en suis sorti, puisque autour de Mobutu, il n'y avait pas que des faucons, il y avait des colombes qui ont décidé entre eux que non, si on m'inquiétait trop, ça devait être grave pour le maréchal, qui n'était plus en odeur de sainteté avec ses protecteurs occidentaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Étienne Tshisekedi. On s'est estimé mutuellement. Quand il est sorti de la prison, on l'a mis en résidence surveillée à Pétunias, là où se trouve sa résidence pour le moment. Et c'est depuis là, depuis 88, il m'a coaché en politique. On s'est estimé mutuellement et on est devenus pratiquement des amis. Donc, vous ne soyez pas étonnés quand il est devenu Premier ministre après la libération, la libéralisation politique. Il a beaucoup compté sur moi. Et vous avez nommé et chaque fois qu'il formait un gouvernement, c'est mon nom qui était en tête des listes. Pourquoi il me disait que grâce à vous, j'ai survécu et aussi l'UDPS a survécu. C'était important, vous voyez, qu'on en parle et parle de sources dignes de foi, de vraiment de la source et de connaître cette histoire pour essayer de connaître qui est-ce que nous recevons ici. C'est pas quelqu'un qui a vu l'UDPS de loin, qui a fréquenté le Sphinx de loin, c'est quelqu'un qui l'a côtoyé et dont le Sphinx a eu a également à estimer tout au long de sa vie. Aujourd'hui, parce que là c'était l'histoire qui aujourd'hui 30 ans, le fils a réussi à arriver là où le père n'a pas réussi à arriver. L'UDPS, 30 ans de lutte avec Tshisekedi, n'est pas arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, avec le fils, l'UDPS arrive au pouvoir. Avant de parler du fils et du père, on va parler de cet homme, grand homme politique qu'il était aujourd'hui. Vous, qui l'avez côtoyé, quelle peut être la réaction de Sphinx au regard de la gouvernance actuelle ici au pays? Bon, avant de parler d'abord, je salue sa mémoire à cette occasion, nous parlons de lui. C'est quelqu'un qui était un leader charismatique avec sa vision à lui du Congo et il nous a vraiment imposé politiquement cette vision que nous gardons tous jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons créé avec lui un projet de société qui s'appelle Le Peuple d'abord. Je vous montre d'ailleurs un livre que j'ai hérité de lui, hein, Le Peuple d'abord, et tout ce que nous devrions faire se trouve là-dessus. Donc, nous arrivons au gouvernement, hein, le jour qu'il allait occuper, Dieu, malheureusement pour nous, mais nous remercions Dieu que son fils ait occupé ce poste, mais je parle d'abord de lui. Il avait un schéma, un programme, une vision de ce pays pour en faire un grand pays d'Afrique, si pas le plus grand. Donc, il avait une vision vraiment que je considère comme, après Lumumba bien sûr, une vision qui était vraiment pour l'émergence et le développement de ce pays. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'il arrive à réaliser ses objectifs, mais nous avons gardé en mémoire cet ADN-là qui est son projet de société. Une sorte de testament. Qui se limite en une phrase. Conduire le peuple congolais dans un bonheur intégral et dans un pays uni, fort et prospère où il fait beau de vivre. Voilà les programmes, les projets de société résumés à quelques mots. Donc, conduire le peuple congolais au bonheur intégral dans un pays uni, fort et prospère où il fait beau de vivre. Est-ce que c'est pas ce qu'est en train de faire son fils?
En fait, je parle pas de l'UDPS, je parlerai du FIS après. Est-ce que c'est pas ce qu'est en train de faire actuellement l'UDPS qui est au pouvoir, en tout cas à la tête du pays? Moi, je doute fort que beaucoup de personnes qui se disent de l'UDPS aujourd'hui aient lu ce projet de société. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas lu et cela provoque les dégâts que vous voyez. De quels dégâts À l'UDPS, c'est la dérive totale. Il y a deux tendances qui s'affrontent et personne n'est là comme arbitre pour mettre fin à cela. Donc, moi, je suis malheureux de ce que je vois. Il y a une haute autorité de référence qui est le président de la République. Vous pensez qu'il doit se mêler, en tout cas, de ce qui se passe entre les deux camps? Mais lorsqu'il a parlé de vitalité démocratique, c'est qu'il en sait quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Il faut seulement appliquer les textes qui nous régissent et les textes que le président Étienne Tshisekedi, d'heureusement, nous a laissés. Ces textes existent, mais personne ne veut les appliquer. Personne ne veut. On parlait justement de la gouvernance. Pour vous, vous pensez que actuellement l'UDPS n'est pas dans la droite ligne, n'est pas sur le pas? En tout cas, ce n'est pas l'UDPS qu'Étienne Tshisekedi aurait bien voulu que ce soit. Comme héritage qu'il nous a laissé, c'est pas ça. Qu'est-ce qui vous fait? Donnez-nous quelques exemples, quelques éléments qui vous font dire cela. Mais je viens de citer, de parler juste au niveau du conflit. On parle de la gouvernance du pays. Là, c'est un fait privé, on peut dire l'UDPS. Mais au niveau de la gouvernance du pays, quels sont ces éléments qui aujourd'hui vous poussent à dire que ce parti ou voilà, l'actuel régime n'est pas sur le trace de Sphinx? Je donne un exemple simple. La lutte contre les antivaleurs, corruption, dépravation des mœurs, c'est tout ça. Ça, ce n'est pas Étienne Tshisekedi, ça. La corruption, c'était un des fléaux qu'on devait combattre dès notre arrivée au pouvoir. Les finances publiques, qui sont gérées comme une épicerie, où on se partage l'argent. Bon, je risque de donner trop de choses. Même la justice. Lui-même était juriste et il avait une vision d'une justice assez efficace, proche de la population, où il n'y a pas, on respecte les droits et libertés des citoyens, tout le monde est égal devant la loi. Donc, il y a plein de choses auxquelles nous voulions arriver avec Étienne Tshisekedi. Malheureusement, il nous avait quittés, mais son fils, je dirais que son fils connaît cette vision-là. Mais est-ce qu'il a les moyens physiques, moraux et même politiques pour appliquer cette vision? Mais il est on dirait qu'il est sixième... pris dans une espèce de prison, lui-même en refusant de travailler avec nous qui étions les disciples de son père. Eh bien, il s'est choisi son entourage, il a créé son casting à lui, c'est son problème. Vous lui en voulez pour ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tant que moi je respire, hein, malgré mon maigre salaire, professeur, $1,200 par mois, je ne m'en plais pas, je m'organise comme ça et je vis. On va revenir quand même parler du fils qui, en tout cas lors de son premier quinquennat, parlait du peuple d'abord, qui était le testament de son père. Mais on revient, on entre en détail. Quand vous parlez, par exemple, des finances publiques, moi j'aimerais, parce que c'est pas une petite personnalité qui a essayé de dénoncer cela, de parler de la jouissance. On parle d'un ex-ministre des Finances qui lui a eu à dire tout haut qu'il y avait effectivement une problématique des finances publiques ou de gouvernance ici en République démocratique du Congo. Est-ce un aveu d'échec ou est-ce une prise de conscience pour qu'on puisse changer les choses? Quand Nicolas Kazadi, par exemple, dit ça. J'avoue que je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi-même, j'étais vice-ministre aux Finances. Je connais comment sont gérées les finances publiques de ces pays. Expliquez-nous alors. Il a raison de dire ça, que quand ça arrive, ça se partage. Quand j'étais là, ça ne se passait pas, la distribution d'argent entre les amis, copains ou dans la famille. Ça n'existait pas. Bon, et Étienne Tshisekedi n'aurait jamais souhaité que ce soit comme ça. Mais je trouve que c'était extrêmement grave. Et ça nous rend honteux d'apprendre ce que Nicolas Kazadi a dit.
puisque c'est quand même un haut responsable, quelqu'un qui a géré les finances du pays. Nous, on les savait. Nous, on les savait. Et on a eu l'occasion d'envoyer des messages auprès de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui dire que les finances publiques sont mal gérées. Je peux citer des noms de personnes qui sont toujours avec lui, qui ont amené les mémos que j'avais rédigés ou quoi, mais je ne sais pas, est-ce qu'il les a reçus ou quoi, pour l'alerter que les finances publiques vont très mal dans ce pays, puisque j'étais quand même le témoin, j'ai vécu, j'ai géré les finances publiques et je connais l'ABC de la manière de gérer convenablement les finances publiques. Ici, dans ma bibliothèque ou dans certains dossiers, j'ai des éléments clés pour une gestion orthodoxe et gestion efficace des finances publiques. Malheureusement, Nicolas Kazadi a jeté cette information dans le public. Nous ne sommes pas fiers de ça. Nous ne sommes pas fiers. Si ça s'est passé comme il est dit, j'aimerais que ce soit rectifié parce que ça ne fait pas la joie du Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, parce que vous avez le testament de Tien Tshisekedi, mais vous avez eu à travailler dans le gouvernement Tshibala sous la houlette du président Kabila, on peut dire aujourd'hui que la gestion des finances publiques était mieux à l'époque de Joseph Kabila qu'à l'instant? D'abord, une rectification majeure. Je vous en prie. Moi, j'étais dans le gouvernement de Sami Badibanga plutôt. Tshibala est venu après, comme quelqu'un de l'UDPS. Bon, nous l'avons côtoyé, c'est un frère à nous, il est quand même parmi les personnes qui ont rédigé les statuts de l'UDPS que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je voyais Bruno Tshibala à distance. À un moment donné, il a voulu m'attirer en me propulsant à un poste de président délégué de l'UDPS à la demande des fondateurs. Mais je lui ai dit que c'est un poste qui n'existe pas statutairement. Donc, il n'y a pas de poste de président délégué de l'UDPS. Ça m'a attiré beaucoup d'ennuis. Mais moi, je n'ai connu que Sami Badibanga dans le gouvernement. Pendant les 3 mois. Qui a duré 3 mois. Donc, c'était pas assez suffisant pour essayer de vous faire quand même une idée sur la gestion des finances publiques. Vous savez, quand on arrive quelque part, on fait un état des lieux et on s'informe pour savoir comment les choses marchent. Dieu merci, mon ministre titulaire, Henri Yave, m'a laissé le loisir de m'adapter. Et quand on a un niveau intellectuel que j'ai, on s'adapte facilement et on apprend facilement, surtout lorsqu'on collabore avec des personnes efficaces qui sont dans les structures de finances et dans l'administration. Vous apprenez très vite, tous ils font tout le travail pour vous. Donc, un ministre qui travaille avec les services qui sont en place et surtout avec l'administration, il est efficace automatiquement. Mais ceux qui viennent au ministère en amenant la famille, les amis, tout ça, c'est eux qui bousillent les gouvernements et surtout les ministères. Donc, pour répondre à votre question, qui est par rapport aux finances ce parallélisme, cette comparaison entre la gestion des finances publiques à l'époque de Kabila et actuellement. Bon, actuellement, moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais au regard, parce que vous avez eu à faire de mémos pour dénoncer cela. Des mémos pour améliorer. Améliorer, voilà. À l'époque, nous avions 27, nous appelions ça les 27 mesures de redressement des finances publiques. Et ces mesures sont encore valables jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais je crois que quand le pouvoir qui est arrivé à 2019 est arrivé, ils ont mis tout ça dans les placards. Dans le bureau où nous sommes ici, j'ai reçu des responsables financiers qui sont des conseillers à la présidence. Je leur ai donné pour les archives que j'avais. Est-ce qu'ils ont appliqué ça? Il y en a qui ont déjà quitté Fachi, mais bon, ce sont des vérités historiques. On gère les finances de manière orthodoxe et selon les normes. Si vous ne le faites pas, vous allez tout droit au mur et vous pataugez, il n'y a rien de bon qui sort.
Vous aviez parlé également de la justice. On va essayer, parce qu'on est en train, dans quelques jours d'ailleurs, je crois qu'on va commémorer l'an 1 de gouvernement Semina. Donc on en profite quand même, et pour entrer en détail et parler, vous avez parlé des finances publiques. Là, on parle, vous avez essayé de parler également de la justice. Est-ce que la justice aujourd'hui, il n'y a pas quand même des avancées? Il y a eu les états généraux de la justice, cette justice qui est malade. Est-ce que vous estimez pas qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits justement pour essayer de redorer l'image de cette justice congolaise? Moi, je ne connais pas ces efforts-là. Je suis peut-être mal informé, mais je ne vois rien. La justice reste toujours aussi malade que l'a dénoncé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même. Dans son livre là, Pour un Congo retrouvé, il parle abondamment de la justice. Comment guérir la justice de sa maladie qui est devenue une maladie chronique. Mais bon, je ne sais pas si quelque chose se passe, mais sur le terrain, je ne vois rien. Aucune avancée positive. Il y a des réformes, il y a la bancarisation, il y a quand même des choses qui sont faites où vous êtes, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas à côté de Tshisekedi, vous êtes en train de vous dire tout ne fonctionne pas bien. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Il y a peut-être des choses qui se font, qui sont des bonnes choses. Comme quoi? Mais comme quoi? Du point de vue économique, par exemple, depuis 1 an ou un peu plus, on a stabilisé le taux du dollar. Mais est-ce que c'est une stabilisation artificielle ou factice? Je n'en sais rien. Mais au moins, là, il y a quelque chose. Mais on se retrouve avec une pénurie de liquidités qui font que nous autres, on est payés avec 15 jours de retard, on a 20 jours de retard. Mais certainement qu'il y a des choses qui se font, qui sont bonnes. Mais malheureusement, ce qui est mauvais ou ce qu'on ne fait pas, ces choses-là, ces actions-là sont nettement plus importantes et plus nombreuses, et de telle sorte que ça étouffe tout ce qui pouvait avoir comme la bonne volonté pour régler ce pays. Je vous donne des exemples. Premier exemple, les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Vous savez qu'il faut appliquer, je dis bien appliquer. On ne doit pas inventer quoi que ce soit. Les textes des lois, des règlements existent. Il faut appliquer ça à la lettre pour mettre fin, du moins atténuer les embouteillages dans la ville de Kinshasa. La salubrité dans Kinshasa. Moi, j'étais le ministre de l'Environnement. J'avais le programme national d'assainissement dans mes attributions. Mais en 3 mois de mon séjour au gouvernement, au ministère de l'Environnement, avec Feu Mongolo Diaka, nous avons nettoyé cette ville. C'était une ville qui était devenue propre. Je dis bien en 3 mois. Croyez-moi, Élysée. Donc, mais c'était voilà. combien d'habitants à l'époque de Mongolo Diaka? Aujourd'hui, c'est une ville de 18 millions, presque 20 millions d'habitants. À l'époque, sûrement, nous atteignions plus ou moins 8 millions, 10 millions. Ah ouais, c'était beaucoup plus facile, quoi. Non, ça n'a rien. Mais justement, il faut appliquer les lois. Pourquoi y a-t-il un exode rural? Pourquoi? C'est parce que l'intérieur est négligé. Il n'y a rien. Donc, le gouvernement ne fait rien pour l'intérieur pour inciter les citoyens qui sont dans l'arrière-pays de rester là où ils sont. Il y a le 145 territoires quand même. On attend rien, on ne voit rien. Vous êtes de Sankoro, il y a des choses qui sont faites là-bas, dans le cadre de 145 territoires. Je n'ai pas vu grand-chose. Je n'ai pas vu grand-chose. C'est pire encore qu'à l'époque où il n'y avait pas ce programme. Mais bon, je vous ai donné 2 exemples qui sont les embouteillages, la salubrité à Kinshasa, mais les cancers, la corruption. Elle se porte trop bien. Alors qu'il y a des agences, on a créé toute une série de structures pour combattre la corruption. Donc là, il faut des hommes qui sont valables à la place qu'il faut et aussi leur donner les moyens. Mais cette volonté-là ne peut venir que dans la haute autorité. Vous savez, dans ces livres-là... Lequel il y en a 2 ici? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord,
Étienne Tshisekedi insiste sur l'exemplarité. L'exemplarité, ça veut dire qu'un leader doit être, je dis, un symbole ou quelqu'un dont on doit s'identifier, hein, par son comportement, par sa façon de travailler et tout. Mais il a écrit ça. Et nous avons écrit ça dans notre projet de société, le peuple d'abord. Mais est-ce que vous trouvez, vous avez des ministres, maintenant vous pouvez dire, bon, celui-là, en tout cas, il m'inspire un peu, je dois... Est-ce que le président de la République n'est pas un modèle d'exemple? N'a pas cette exemplarité? Non, vous savez, le président de la République, on l'a toujours appelé le père de la nation. Lui, il est au-dessus. C'est lui qui donne l'impulsion. Et c'est lui qui choisit tout le monde sur base justement des gens qui le ressemblent. On s'associe avec des gens qui vous ressemblent. Pas nécessairement. Des choix, je crois que son choix est limité. Est limité parce que il y a des structures politiques qui font des pressions lorsqu'il y a formation du gouvernement pour placer les leurs. Mais malheureusement, c'est le deuxième volet que je devrais apporter par rapport à la justice. Il y a l'impunité. Le fait que tel individu sort d'un parti de tel, hein, qui y est tout près du président Tshisekedi, il commet des bêtises, on ne les punit pas. D'ailleurs, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on en prend un détournement de 15 millions là, on n'en parle pas. On laisse tomber. Mais cette impunité-là a détruit ce pays. Ce que Tshisekedi Étienne n'aurait jamais voulu entendre parler. Vous commettez des bêtises, on vous punit et vous allez méditer de votre mauvaise conduite et des actions que vous... Mais pourquoi le fils laisse faire? Pourquoi le fils cautionne-t-il ce laxisme? Mais vous pouvez lui poser la question. Je lui poserai, mais bon, oui, vous en tant qu'analyse, vous l'avez aussi côtoyé, vous le connaissez. À votre avis, pourquoi il n'arrive pas à essayer de mettre en pratique ce testament de son... Je vous dis, Élisée, je n'en sais rien. Je suis le premier avec d'autres amis de l'UDPS qui ont vécu avec Étienne Tshisekedi, qui avons vécu avec Étienne Tshisekedi. Nous sommes surpris de voir les choses comment elles se passent aujourd'hui. Surtout la corruption, les bêtises multiples qui se commettent et l'impunité. Ça, nous sommes sidérés par cette... Et ça bousille tout. Parce qu'aujourd'hui, il peut tenter d'arranger quelque chose, construire une route, mais tout le monde... C'est de la psychologie politique. Hein. Tout le monde voit les choses en négatif maintenant. Quel que soit ce que lui peut faire, ce que Félix peut faire, on a des doutes. On se dit, bon, oui, c'est ça. Oui, donc, tout le monde voit tout négativement. On revient au niveau de la tête. Mais pourquoi? C'est un problème de psychologie politique. Hein? C'est un nouveau concept quand même. La psychologie, pour moi, je découvre ça hier avec bonheur. Moi, je suis en plein, j'ai eu à travailler là-dessus. Il faut tenir compte de l'opinion. Hein? Si vous faites des choses, et d'ailleurs, en Allemagne, à l'époque de Goebbels, qui était le communicateur d'Hitler, il disait, quand on fait quand on répète quelque chose 1000 fois, que ce qui est la contre-vérité devient une vérité. Et si nous avons une résilience qui fait que, bon, on sait que Félix ne fera plus rien. Il lui reste 2 ans. Donc, les gens sont dans ce langage-là, aujourd'hui. C'est-à-dire que ils ont déjà jeté l'éponge. Ils disent, bon, il ne fera quand même plus rien. Mais puisqu'il a eu 5 ans, 2 ans. Non. Oui, c'est 2 ans. Presque 2 ans. Il n'a rien fait, ou il fait des choses que nous ne voyons pas. Le panier de la ménagère, bon, il est toujours aussi vide qu'il y a 7 ans. Donc, vous voyez, les gens sont devenus sceptiques, quel que soit ce qu'il peut faire aujourd'hui.
et c'est de la psychologie politique. Il faut avoir des experts autour de Fachi pour lui dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Brièvement. Mais son entourage là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent Beaucoup de gens sont en train de taper Je- sur l'entourage du président de la République, oubliant quand même que même sans Congolais, ils peuvent apporter également leur expertise. Vous, un exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il en va quand même de la survie de tout un pays, de toutes des milliers de populations. Un conseil, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de changer la donne pendant ces 2 ans qui restent? Le problème est beaucoup plus complexe que cela, Élysée. Je vais vous dire une chose. Nous qui avons l'héritage de son père, hein, notre ADN, c'est le progrès social. Et il y a des choses à faire qui ne demandent que la volonté politique pour le faire. Mais est-ce qu'il a cette volonté? Quoi, par exemple, aujourd'hui, on le met au défi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple? On va lui demander d'avoir cette volonté de le faire. Combattre réellement la corruption, les détourneurs et surtout éviter l'impunité. Donc là, c'est Ça serait rien que ça. Rien que ça, ça va changer radicalement les choses. Et vous ne sentez pas en lui cette volonté de changer ça? Peut-être qu'il a, mais qu'il est prisonnier de quelque chose et il ne sait pas le faire. Je n'en sais rien. Il n'a jamais, je ne suis pas en contact avec lui. D'accord, non, on espère que le président nous accordera quelques minutes pour qu'on puisse le poser, parce qu'on revient, beaucoup de personnes reviennent sur l'entourage du chef de l'État. Bon, peut-être ils refusent de pointer directement du doigt le chef de l'État, parce que l'entourage du chef de l'État, c'est lui-même qui le choisit quand même. Pourquoi parler de son entourage alors que c'est lui qui est le chef? Pourquoi ne pas pointer directement le doigt au Mais il comprend très bien que c'est de lui que nous parlons, non? Donc c'est lui il le doit principal améliorer les responsable. choses autour de lui et avoir les personnes à ces moments difficiles. Nous sommes agressés par un pays voisin et les choses sont très difficiles et complexes. Mais quand ça ne marche pas, il faut changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On vous a posé la question. Il y a chacun doit Quand ça ne répondre. marche pas avec telle recette, hein, à la cuisine par exemple, quand vous allez préparer un plat, ça ne marche pas, il faut changer les ingrédients ou autre chose. Mais ici, on dirait que nous faisons du surplace. Et ça amplifie les concepts de psychologie politique qui fait que le peuple devient réticent en disant que c'est le pouvoir qui rend fou, le pouvoir qui change les individus. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour changer les choses, on doit passer par un dialogue? Oui, En interne, en tout cas, on En parlera interne, de la situation sécuritaire, je dis mais oui, il faut une cohésion sociale quelque part. Parce que la notion de cohésion sociale n'existe pas pour le moment. Si vous voulez, je vous donne quelques principaux aspects de la cohésion nationale. Il y a l'unité et la solidarité. L'unité, nous devons savoir avoir l'impression, ne serait-ce que l'impression que nous appartenons tous à un même pays. Ça, c'est très important. Deuxième aspect important de la cohésion, c'est la paix et la réconciliation. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la réconciliation? Est-ce que nous nous aimons entre nous? Il y a des conflits qui datent depuis des années. Ces conflits-là, nous ne trouvons pas de solutions idoines pour y mettre fin. Troisième chose, la gouvernance inclusive. Il faut pas que certaines personnes dans la société congolaise, certaines composantes, se sentent exclues. Ce sont les mêmes qui sont autour du gâteau. Du gâteau, Ah, qui se le gâteau partagent à l'aide. Congo. Et c'est l'impression que ça donne. Qu'il y a des gens qui ne sont pas considérés ou qui ne sont pas autour du gâteau, mais bon, laissons l'appellation gâteau. C'est-à-dire qu'il faut être impliqué dans la gestion. Quel que soit ce qu'on gagne par son salaire, on peut être impliqué dans la gestion. Autre chose importante, c'est la répartition équitable et un développement
harmonieux de toutes les provinces. Il y a des provinces qui sont riches, d'autres pauvres, et ça fait un désordre. Là, il n'y a pas d'harmonie dans le développement. Et enfin, les droits et libertés. Il faut que tout le monde se sente qu'on est tous égaux devant la justice. Pas de justice à plusieurs vitesses où celui qui a l'argent gagne au niveau de la justice et celui qui n'en a pas, même s'il n'a pas tort, il perd toujours. On va revenir, en tout cas, vous avez touché un point important s'agissant de droits et libertés ainsi que de justice, mais je voulais revenir. Quand je vous entends parler, je me dis, mais ça c'est la Synco et les CC qui parlent. Bon, c'est vraiment le pacte social que prône la Synco et les CC. Vous êtes pour cette initiative, donc? Non seulement je suis pour cette initiative, mais ce n'est pas eux qui ont inventé les concepts. C'est la réalité que nous vivons qui nous impose ça. On doit passer par là. On doit passer. Nous pouvons beau signer des accords entre les Rwandais et nous, aller à Doha ou à Washington, mais c'est ici. La politique interne influe sur tout ce qui se passe. Étienne Tshisekedi me disait toujours que la diplomatie est toujours le reflet de la situation interne. Si ça ne marche pas en interne, ce que nous faisons à l'extérieur comme diplomatie, c'est un feu de paille. C'est un feu de paille. Donc nous avons besoin d'abord en interne, de créer cette cohésion-là, de se regarder comme je vous regarde et de se dire les choses. Pourquoi vous me détestez? Je ne vous ai rien fait. Hein? Vous voyez? Mais on a déjà eu à faire ça en 2004, je ne sais pas, 2004, 2001, non, 2001. Sand City, c'était en 2000, 2001. On a déjà eu à faire tout ça. Il n'y avait que des agendas cachés. Mais qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, il n'y en aura pas? Il y a moyen de s'y mettre et avoir. Il faut pas considérer les choses, la comparaison n'est pas raison. Il faut pas croire que puisque ça, on a eu un dialogue et que ça n'a pas marché, il faut d'abord analyser les choses. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous voyez la situation comme les cycles électoraux qu'on a eus. Ces cycles n'ont fait qu'aggraver la crise dans ce pays. Parce que je me suis retrouvé une fois élu, mais c'est pas moi qui suis député. Vous comprenez que ça ne peut pas m'arranger, même en interne. Je sais que j'ai fait un effort, j'ai battu campagne. Je suis élu député, mais je ne siège pas. Parce que, d'une part, il y a la CENI, qui est une structure, comme disait Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, structure obsolète. Il faut remettre l'organisation des élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour lui, quand on serait au pouvoir, c'est le ministère de l'Intérieur. La CENI, dehors. Deuxièmement, pour la proclamation, c'est la CENI qui collabore avec la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État. Donc, quand vous attendez Nanga dire « j'ai fabriqué un monstre et c'est à moi de le déboulonner », mais nous tous, nous avons été préjudiciés par Nanga. Et je le lui ai dit en face que vous m'avez pénalisé. Il m'a dit, c'est une situation politique. Docteur, je ne vous explique pas plus. Donc, ça, c'est ce genre de situation qui crée des crises permanentes dans un pays. Donc, il faut se regarder, se dire, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les choses autrement? Voilà l'essence d'un dialogue et j'encourage la Synco et les CC d'aller de l'avant. On les encourager, mais on se dire, mais non, on est beaucoup plus avancé que certains pays africains par rapport à nos cycles électoraux. C'est mettre un coup de frein. Pourquoi on ne laisserait pas Tshisekedi terminer calmement son mandat et qu'on organiserait... Mais personne ne vous a dit qu'il ne terminera pas son mandat. Que les opposants continuent de jouer leur rôle d'opposants, que lui reste au pouvoir et que dans 2 ans, qu'il termine son mandat et qu'on ait d'autres élections qui peut-être amènera à la tête du pays d'autres personnes et ainsi, c'est comme ça que les démocraties se consolident. C'est pas à coup de dialogue quand même. C'est dont je suis sûr, Félix Antoine Tshisekedi terminera son mandat. Je ne sais pas sous quelle forme, mais terminera son mandat.
Mais notre anxiété vient d'où? C'est le système électoral qui est toujours chaotique. À chaque cycle, il y a des problèmes. Vous le savez, non? Donc, il faut revoir tout ce système-là. Pourquoi avons-nous toujours cette situation? On peut pas faire comme ailleurs où ça se passe relativement mieux. On ne va pas imiter les Occidentaux, mais au moins en Afrique, il y a des pays, vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez ce qui s'est passé au Gabon dernièrement, ça se passe relativement bien. Mais chez nous, c'est toujours des problèmes. Hein? On est toujours sacrifié. On se demande même si c'est nécessaire d'aller aux élections. On vous demandait s'il faut aller aux élections. Après ce dialogue-là, il faudrait un gouvernement d'union, de cohésion nationale, impérativement. Je n'en sais rien. De toute façon, le président de la République a déjà annoncé qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, mais n'a jamais dit si c'était avant le dialogue ou après le dialogue. Toujours est-il qu'il a dit, il n'a pas dit quand il mettrait en place ce gouvernement, et il n'a jamais dit sous quelle forme. Il a désigné quelqu'un qui a consulté les personnes qui voulaient consulter. Il lui a fait rapport. Bon, nous attendons. Vous attendez, je disais tout à l'heure que vous aviez parlé de droits et libertés. On va parler de cette problématique autour de Joseph Kabila, dont les immunités risquent d'être remises en question. Est-ce que vous êtes pour qu'on puisse ôter à Joseph Kabila ses immunités? Moi, je reste dans les principes généraux. Si Joseph Kabila a commis des fautes prouvées et démontrées, il est sanctionnable. C'est-à-dire, la justice ne doit pas les protéger. Mais c'est que, et là j'entre dans la politique, il faut éviter l'épidermisme. Ça veut dire quoi? Il faut pas qu'on décide sur des bruits qu'on aurait attendus sans preuve, et ensuite que ce ne soit pas un acharnement. Parce que c'est ça qui détruit la cohésion sociale, justement. J'ai parlé de la paix et réconciliation. Il faut consolider cela. Donc, pour moi, on parle de Joseph Kabila qui aurait embrassé l'agresseur, et bon, je ne sais pas si c'est prohibé ou ça existe dans un code pénal ou quoi de notre République, je ne sais pas. Hein, parce qu'on peut parler de traîtres, mais traîtres, bon, je ne suis pas juriste, je ne m'embarque pas sur ce terrain-là, mais je reste politique pour dire que faisons les choses pour éviter que ça ne s'empire. On peut pas être, ce n'est pas le moment d'être pyromane. Il y a déjà du feu dans la maison, il faut qu'on soit beaucoup plus pompier que pyromane. Et vous direz pareil, par exemple, par rapport à la dissolution du PPRD. La même chose. Si ce n'est pas prouvé que le PPRD ait fait ce que j'appelle la promotion de l'agression, s'il n'y a rien mais on laisse le PPRD évoluer. S'il n'y a rien qui est prouvé, je crois que le procureur à qui on a donné le dossier pourra enquêter dans ce sens et peut-être nous apporter des éléments de preuve. Vous étiez avec le père. Là, on ne sait pas si vous avez côtoyé le fils, mais on a eu l'impression, parce qu'on parle de l'UDPS, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu à travailler avec le père n'ont pas été récupérés par le fils, qui a voulu... à votre vie, vous avez été écarté. C'est une vérité. C'est une vérité. À votre vie, et pourquoi? Nous prenons acte, nous ne savons pas. Tout à l'heure, vous-même, vous avez dit, c'est lui qui choisit ses collaborateurs. On ne peut pas lui imposer. Mais moi, j'ai fait allusion à une recette de cuisine qui ne marche pas. Hein? Les gens à qui vous allez donner cette recette-là vont être malades, constipés ou diarrhée ou quoi. Mais quand cela, il faut changer. Il faut changer le casting. Peut-être revenir à la source. Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux sont là. Les fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux. Et puis, moi, je veux prendre ça. Et puis, oubliez ça.
Ça, c'est lui-même qui a écrit. Bah oui, pour la campagne. Montrez ça, moi je montre ça. Montrer à la Bah campagne. oui, il voit déjà. Donc, revenir aux fondamentaux là, il peut oublier ça. Oui, mais ça se recoupe, hein, des choses qui sont là-dedans et là-dedans. Mais je me demande si lui, il a le temps de lire ça. Il l'a écrit, comment il peut pas le lire? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne porte pas un jugement de valeur. Mais je lui demande de lire ça et de relire et avoir peut-être quelqu'un qui fait des commentaires avec lui. On va très bientôt terminer cette émission. Vous étiez donc avec le père et puis après vous avez travaillé un peu avec Joseph Kabila, vous l'avez dit, vous avez côtoyé Tchibala, mais après, c'est que les gens ils savent tu pas. reviens toujours. Non, non, Sami Badibanga, je sais, mais après. Tu reviens. Après, je voulais arriver à quelque chose, c'est que les gens ils savent pas, c'est que vous avez été aussi très proche d'un certain Martin Fayulu, vous l'êtes toujours. Toujours. Martin, c'est mon frère et ami. Après 1990, nous avons cheminé ensemble dans la société civile nous sommes allés à la conférence et voilà, nous avons les mêmes affinités. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus proche de lui que de Félix? Bon, Martin m'appelle et je veux le voir et il vient pour quelques secondes chez moi, il vient me saluer. Et on se rencontre souvent avec son épouse dans beaucoup d'occasions. Donc, nous fréquentons, nous échangeons entre intellectuels de grande valeur. Nous échangeons et nous sommes souvent ensemble. On n'est pas contre Félix, pas du tout. Il a le pouvoir, il a l'impérium. Il fait ce que lui commande sa vision. Et il le fait avec son entourage, avec des personnes qu'il a choisies librement. Mais avec Martin, nous avons une relation de très longue date. Nous avons fait la pluie et le beau temps politiquement dans ce pays et nous continuons à le faire. On n'a pas encore jeté l'éponge, je vous dis. Alors, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on peut assister à un comeback de Tarcísio Luseque à la Mouka ou à l'ICD, un truc comme ça? Non, vous savez, ça, ce ne sont que des noms ou des étiquettes. Mais ce qui compte, c'est la conviction ou la vision partagée. Si je partage la vision avec Martin, comme on l'a toujours été, n'oubliez pas que Martin était aussi proche de Tshisekedi que moi. Parce que nous sommes allés, je suis allé avec lui le présenter chez Tshisekedi et Tshisekedi l'a aussi adopté. Malgré tout ce qu'on dit là, nous étions... Tshisekedi le père, hein? Oui, j'ai fait allusion, oui, Tshisekedi le père. Je vous ai dit que avec le fils, on n'est pas en contact. Est-ce qu'aujourd'hui, le fils est le digne héritier du père? Non. Oui, biologiquement, c'est le oui, fils. vous savez, là, on parle de la politique, hein. Politiquement, ça n'est pas le cas. Le fils n'est pas le digne héritier du père, politiquement. Ça ne se fait pas selon la vision du père. Moi, que le père que j'ai côtoyé et que je connais très bien, que je connaissais très bien de son vivant. Je vous remercie. Merci Élisée pour cette excellente interview et je suis à votre disposition. Politiquement, je ne suis pas encore mort, je suis là et nous attendons voir l'évolution des choses. Et politiquement, donc, il faudrait désormais compter sur vous. On attend voir là où politiquement vous allez aller, politiquement, comment est-ce que vous allez vous déployer, auprès de qui et avec qui? Mais nous évoluons. La politique est dynamique. On va voir ce qui va se passer, c'est tout. En tout cas, merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau. Je remercie toute l'équipe technique qui est avec moi. Je vous avais promis que je commencerai à citer le nom. Prochainement, je viendrai avec une liste. Je vous citerai toutes les grandes personnalités, ces grands techniciens qui se cachent derrière la réalisation de cette émission. Je commencerai à donner leur nom. Mais sinon, je tenais également à faire ce message. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'intérieur du pays à nous faire savoir que vous relayez, vous diffusez cette émission, tant mieux d'ailleurs, mais on va essayer de formaliser cela très très bientôt pour permettre à ce que, à partir de Kinshasa, nous puissions toucher
l'intérieur du pays également, nous puissions apporter l'information, la bonne, pour que nul ne puisse ne pas dire qu'il ne savait pas. Donc, on vous donne rendez-vous, on est en train de s'organiser pour que l'intérieur du pays puisse également être servi de la meilleure manière dans le cadre de nos différentes émissions que nous organisons. On se dit à très très bientôt. Continuez de nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne YouTube et en nous suivant également sur B1. On se dit au revoir, à très très bientôt et surtout prenez soin de vous.